Le message est arrivé un jeudi matin. Court et sec. Réunion de famille demain à 15 heures. Sois là. Pas de nom, pas de contexte, juste un ordre. Mais je n'avais pas besoin de signature pour savoir que ça venait de ma mère. Cela faisait exactement une semaine que j'avais refusé de céder l'héritage de grand-père Walter, son entreprise, ses économies, tout ce qu'il avait construit en 50 ans. Il m'avait tout légué. Et au moment où j'ai dit non, le silence de ma famille est devenu tranchant. Clarisse a cessé de répondre à mes messages. Colby m'a supprimé des réseaux sociaux. Maman n'a pas appelé, mais je savais que ce n'était pas fini. Ethan a levé les yeux de son café en voyant mon visage. Un autre message, demanda-t-il. Je lui tendis mon téléphone. Il le lut, la mâchoire crispée. Tu n'y vas pas seul. Je dois y aller. Tu ne leur dois rien. Non, répondis-je, mais je lui dois bien ça. Le lendemain, je me suis garée dans l'allée de la maison où j'avais grandi. Tout semblait normal, la pelouse tondue, le perron propre, mais quelque chose sonnait faux. Trop calme, trop préparé. Ma mère a ouvert la porte avant même que je ne frappe, son rouge à lèvres bien trop vif pour l'heure. Mélène, dit-elle en s'écartant. On t'attendait. À l'intérieur, tout le monde était déjà assis. Clarisse m'a lancé un regard assez tranchant pour couper du verre. Saïn était raide, assis au bord du canapé, les yeux baissés. Colby rôdait près de la cheminée, les bras croisés. Mais ce sont les deux hommes en costume impeccable qui m'ont donné un nœud à l'estomac. Voici Monsieur Lark et Monsieur Devon, annonça ma mère, avec un geste théâtral comme si elle présentait des invités à une fête. Ils sont là pour nous aider à clarifier les prochaines étapes. L'homme de gauche ouvrit une pochette en cuir. Nous avons préparé un accord simple. Je ne me suis pas assise. Je n'ai pas touché au stylo. J'ai juste regardé ma mère et demandé. Quel genre de réunion est-ce exactement? Elle a souri, comme elle le faisait toujours quand elle savait quelque chose que j'ignorais, juste avant de l'utiliser contre moi. Avant de vouloir l'argent, il voulait l'homme qu'il avait bâti, ou du moins l'image de lui. Pour eux, grand-père Walter était un symbole d'obligation, de récompense attendue. Pour moi, il était tout autre chose. J'avais 8 ans la première fois qu'il m'a laissé m'asseoir derrière le comptoir de sa boutique principale, à le regarder rendre la monnaie et serrer la main des clients comme si chacun faisait partie de la famille. À 10 ans, j'étiquetais des cartons. À 13, je vérifiais les fiches d'inventaire pendant que les autres enfants allaient à l'entraînement de foot. Il ne m'a jamais dit que je devais le faire, il laissait simplement les papiers près de moi, comme s'il savait déjà que ma curiosité me pousserait à m'en soucier. À la maison, c'était le chaos sous des lustres en cristal. Patrice faisait tourner les cartes de crédit comme d'autres changent les coussins. Colby faisait semblant de ne rien voir, tant qu'il y avait du steak dans le frigo et une bouteille sur le bar. Rachel, qui s'appelait encore Clarisse à l'époque, avait appris à jouer la compassion quand cela lui rapportait quelque chose. J'étais la discrète, la sage, celle qui ne demandait pas grand-chose. Grand-père disait toujours. L'argent ne change pas les gens, il révèle simplement qui ils sont vraiment. Je n'ai compris cela que lorsque les disputes ont commencé, des cris derrière des portes fermées à propos de chèques égarés, de virements en retard, de filles ingrates. Je n'ai jamais vu une facture payée à temps, mais j'ai vu un nouveau sac de luxe au bras de ma mère un week-end sur 2. L'année où, soi-disant, nous étions en retard sur l'hypothèque, elle s'est offert une fête d'anniversaire avec un quatuor à cordes et des plateaux de sushis. Grand-père est arrivé en retard, s'est assis au fond et est reparti tôt. Je l'ai remarqué. Elle aussi. Quand le moment est venu pour moi d'aller à l'université, il a proposé de payer mes frais. Mais l'argent s'est mystérieusement envolé dans une urgence, des frais médicaux, disait-elle. Des rénovations. Une crise avec Rachel. J'ai contracté des prêts. Il me glissait des enveloppes avec des petits mots. Ne le dis pas à ta mère. Utilise ça pour les livres. Lorsqu'il est tombé malade, je travaillais déjà dans la finance, avec la certitude grandissante qu'aucune loyauté ne me ferait jamais voir autrement que comme une étrangère aux yeux de ma famille. Pourtant, je suis restée proche de lui. Je l'écoutais se confier. Je l'aidais à organiser ses dossiers. Et la semaine avant sa mort, quand il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « J'ai pris ma décision. Ne les laisse pas t'en faire douter. » J'ai enfin compris contre qui il m'avait préparé à me tenir debout. L'air dans le bureau de Monsieur Holloway était lourd de formalités. Je me suis assise en face de l'homme qui avait géré les affaires juridiques de mon grand-père pendant plus de 10 ans, entouré d'une famille qui me semblait soudain être composée d'étrangers. Clarisse tamponnait des yeux secs avec un mouchoir dont elle n'avait pas besoin.
Patrice portait des lunettes de soleil à l'intérieur. Saïn était assis en silence au bord du canapé en cuir, les épaules tendues. Monsieur Holloway commença par les formalités habituelles, des dons à l'église de grand-père, un petit legs à sa gouvernante, un fusil ancien à son meilleur ami d'enfance. Clarisse hérita d'une montre. Patrice, de quelques tableaux. Puis vint la partie pour laquelle aucun de nous n'était préparé. À ma petite fille, Mélène Carter, je lègue le reste de mon patrimoine, incluant toutes mes parts d'entreprise, mes comptes d'investissement, mes biens immobiliers et mes effets personnels non autrement désignés. Le hoquet de Clarisse fut instantané. Patrice se raidit, puis se pencha en avant. Pardon? C'est exact, répondit Holloway. Monsieur Matthews a fait ses modifications 8 mois avant son décès. Il était en pleine possession de ses moyens et tout a été dûment validé. Tu l'as manipulé, cracha Clarisse en me lançant un regard noir. Tu passais du temps seul avec lui pour obtenir ça. Je n'ai jamais demandé ça, répondis-je, mais cela n'avait aucune importance. Patrice se leva lentement, ses lunettes maintenant dans la main. On va contester. Saïn, lui, n'avait toujours pas prononcé un mot. Dehors, alors que j'arrivais à ma voiture, Patrice me suivit. Ça n'a pas besoin d'être moche, dit-elle doucement. Si tu me transfères tout, je m'assurerai que tout le monde obtienne ce qu'il mérite. Je la regardai, abasourdie par la rapidité avec laquelle elle était passée de furieuse à douce. J'ai besoin de temps, répondis-je. Elle esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Souviens-toi juste. C'était mon père. Pas le tien à garder. Je tournai la clé dans le contact, en essayant de me rappeler si elle avait déjà prononcé le mot « s'il te plaît » une seule fois dans sa vie. Tout a commencé avec un message vocal de Colby. Tu sais que ce n'est pas ce que ton grand-père aurait voulu, dit-il, comme s'il avait déjà réussi à passer un dîner entier sans vérifier son application bancaire. Puis arriva une publication Facebook de Clarisse, assez vague pour éviter les ennuis juridiques, mais suffisamment claire pour que tout le monde dans notre ville sache exactement de qui elle parlait. Certaines personnes se soucient plus du pouvoir que de la famille. De nos jours, l'avidité porte un joli blazer. Au début, j'ai ignoré. J'ai supprimé des messages, désactivé les commentaires, en me disant que ça finirait par passer. Mais non. C'est monté en puissance. Les amis de l'église de Patrice ont commencé à appeler. Une m'a laissé un message vocal en citant les proverbes. Une autre m'a envoyé un mail collectif sur l'importance d'honorer ses parents, avec un message à peine voilé sur les filles qui oublient d'où elles viennent. Une collègue m'a prise à part après le déjeuner et m'a dit doucement. Ta mère a encore appelé au bureau. Mon patron a fini par dire à la réception de ne plus transférer aucun appel personnel. J'ai hoché la tête en guise de remerciement, mais mes mains tremblaient encore en retournant à mon bureau. Clarisse m'a envoyé un message à 2 heures du matin. J'espère que tu es fière de toi. Saïn ne peut même plus regarder maman dans les yeux. 2 minutes plus tard, un autre. Tu as détruit cette famille. Je n'ai pas répondu. Puis Aïn est apparu à la porte de mon appartement. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs, pas physiquement, il était plus grand que moi maintenant, mais recroquevillé sur lui-même, comme quelqu'un qui attend l'explosion. J'ai ouvert la porte et me suis écartée sans dire un mot. Il s'est assis sur le canapé, les coudes sur les genoux. Je ne veux pas l'argent, dit-il doucement. Je voulais juste te le dire. J'ai hoché la tête. Je sais. Il regarda autour de lui, comme si le silence le rendait nerveux. Maman ne va pas bien. Vraiment pas. Elle part en vrille. Clarisse attise le feu. Colby commence à boire dès 15 heures. Tu dois savoir, elle prépare quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais elle ne lâchera pas. J'ai avalé difficilement le poids dans ma poitrine. Merci de m'avoir prévenu. Il se leva, à mi-chemin vers la porte. Je n'ai rien dit aux autres sur le fait que je suis venu ici. Intelligent. Il se retourna. Tu vas bien? Je ne répondis pas, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je ne savais pas comment expliquer ce genre de fatigue qui te suit jusque dans tes rêves. Après son départ, je suis restée assise dans le noir, regardant les notifications s'allumer sur mon téléphone sans les ouvrir. Je les regardais juste, et pour la première fois, je me suis demandé si le silence ne me coûtait pas plus cher que de parler. L'appel est arrivé juste après minuit. J'ai failli ne pas décrocher en voyant le nom de Craig, mais la curiosité a été plus forte. Sa voix était pâteuse, à peine un bonjour articulé, avec la télévision beaucoup trop forte en fond sonore. « Tu crois que tu vaux mieux que nous ?» marmonna-t-il. Petite Miss MBA avec son héritage. « Craig, il est tard ?»
Tu crois qu'on n'avait pas vu ça venir, coupa Théil. Tu crois qu'on n'avait pas de plan? Ma gorge se serra. Quel plan? Il éclata d'un rire sec et amer. La maison de Naples, pour commencer. L'acompte est posé depuis avril. Cole rêve de cette vue sur la plage depuis des années. Avril, demandai-je, abasourdi. Grand-père n'est même pas mort avant juin. Exactement, claqua Théil, comme si j'étais la lampe d'esprit. Le vieux était déjà condamné. On a juste pris un peu d'avance. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Mes mains étaient glacées. Tu ne fais plus partie de la famille, ajouta-t-il, sa voix se durcissant. Tu es un obstacle. Et les obstacles, on les élimine. Il raccrocha. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je suis restée assise sur le canapé, tenant le téléphone comme s'il allait se remettre à parler. Puis quelque chose en moi s'est brisé, et les sanglots sont arrivés par vagues, profonds, gutturaux, humiliants. C'est comme ça qu'Ethan m'a trouvé. Il a utilisé son double des clés quand je n'ai répondu à aucun de ses messages. Pas de questions, pas de jugement, il m'a juste enveloppé dans une couverture et il est resté là, me laissant m'effondrer. Tu ne peux pas continuer à encaisser tout ça seul, dit-il quand je me suis enfin calmée. Tu as besoin de quelqu'un dans ton camp qui sache ce qu'il fait. Le lendemain, il m'a présenté à Samantha Reed, une avocate brillante, posée, avec une voix calme et des yeux qui ne laissaient rien passer. Elle m'a demandé de tout lui raconter, les appels, les menaces, le testament, le message vocal de Craig. S'ils montent en puissance, dit-elle avec un calme impressionnant, il faut partir du principe qu'ils vont tenter une action en justice. Ça veut dire qu'il te faut des preuves, tout ce qui montre que les intentions de ton grand-père étaient claires et réfléchies. J'ai hoché la tête, encore vidée. Je n'ai rien d'autre que le testament. Samantha se pencha en avant. Alors, on commencera avec ça. Mais s'il existe la moindre chance qu'il ait laissé autre chose, des documents, des lettres, des conversations, il nous le faut. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de défendre ce que tu as hérité. Il s'agit de protéger ce qu'il t'a confié. J'ai baissé les yeux vers mes mains, me souvenant d'une photo à laquelle je n'avais pas pensé depuis des années, grand-pa Walter, debout, le bras autour d'un autre homme, devant le magasin d'origine, tous deux riant comme s'ils venaient de résoudre le plus grand problème du monde. George Harmon m'a donné rendez-vous dans un petit dîner au bord de l'autoroute, le genre d'endroit que grand-père adorait. Il s'est levé quand je suis entrée, encore solide malgré son âge, et m'a serré dans ses bras si fort que j'en ai eu le souffle coupé. Tu lui ressembles, dit-il doucement. Autour des yeux. On a parlé autour d'un café noir, et quand je lui ai expliqué ce qui se passait, il n'a pas eu l'air surpris. Walter s'en inquiétait depuis des années, dit-il. Il a tout essayé, les prêts, les deuxièmes chances, la culpabilité, mais ils n'ont jamais changé. C'est pour ça qu'il t'a tout laissé. Pas par favoritisme, Mélène. Par lucidité. Il fouilla dans son manteau et me tendit une enveloppe scellée. Mon nom y était écrit de la main de grand-père, avec son écriture carrée et soignée. Il m'a donné ça des mois avant de partir. Il m'a dit de te le remettre si les choses devenaient moches. De retour dans mon appartement, je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre, 3 pages écrites à l'encre bleue. Il y parlait des années passées à regarder la famille s'effondrer financièrement, des excuses, des mensonges, des dégâts. Il parlait de moi, de la façon dont j'avais montré de la retenue, une éthique de travail, et de la loyauté sans jamais attendre de récompense. Il terminait avec une phrase qui m'a frappé plus fort que tout le reste. Tu es la seule en qui j'ai confiance, non pas pour dépenser ce que j'ai construit, mais pour le protéger. J'ai pleuré en la lisant. Puis j'ai sorti le coffre en métal que grand-pa m'avait donné autrefois pour mes papiers importants. Je n'y avais jamais vraiment prêté attention. À l'intérieur, coincé entre des assurances et de vieux actes de propriété, il y avait un journal en cuir. Chaque prêt, chaque cadeau, chaque promesse brisée. Des dates, des montants, des notes de sa main. Elle a dit que c'était pour la facture médicale de Clarisse. Je l'ai vue au casino 2 jours plus tard. J'ai parcouru les pages, puis j'ai pris mon téléphone et appelé Samantha. Le salon était déjà plein quand je suis arrivée. Clarisse était assise raide sur le canapé. Colby faisait les 100 pas et était debout dans un coin, les bras croisés contre sa poitrine. 2 hommes que je ne connaissais pas se tenaient près de la cheminée, des dossiers en main. Ma mère m'a accueilli avec ce sourire qui a toujours signifié le danger. Ces messieurs sont là pour nous aider à formaliser une redistribution de l'héritage, dit-elle avec douceur, pour que ça reste civilisé. Ils ont présenté ça comme un compromis, 20% pour moi, le reste partagé entre la famille.
Je n'ai pas touché au stylo qu'ils m'ont tendu. À la place, j'ai fouillé dans mon sac et posé sur la table mon propre jeu de documents, des reçus, des emails, la lettre de grand-pa, une copie du testament, et une clé USB contenant le message vocal livre de Craig. J'ai lu à voix haute des extraits du journal de grand-pa, ligne après ligne, avec cette honnêteté fatiguée qu'il avait mise sur papier. Patrice se tortilla sur sa chaise. Clarisse rougit et détourna le regard. Et ceci, ai-je dit en dernier, est un enregistrement de Craig qui admet que vous dépensiez déjà l'argent avant même que grand-pa ne soit décédé, y compris la compte sur une maison à Naples. Colby jura à voix basse. La pièce devint soudainement glaciale. Alors Zayn se leva. Elle dit la vérité, dit-il d'une voix ferme. J'ai vu maman déraper. J'ai entendu comment elle parle quand elle pense que personne n'écoute. J'en ai fini de faire semblant que tout ça concerne la justice. Clarisse commença à protester, mais Zayn secoua la tête. Vous avez tous menti pendant des années. Elle est la seule qui n'a jamais rien pris. Je le regardai, stupéfaite. Il hocha la tête une fois, comme pour confirmer qu'il le pensait vraiment. Ma mère ouvrit la bouche, mais Samantha entra dans la pièce avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Je suis la conseillère juridique de mademoiselle Carter, déclara-t-elle d'une voix claire, et je conseille à chacun ici de réfléchir attentivement à sa prochaine décision. Je me tournai vers la table et poussai les papiers non signés vers eux. Zayn emménagea la semaine suivante avec un simple sac de sport et un silence que je ne remis pas en question. On ne parla pas beaucoup les premiers jours, mais il déchargea des cartons au magasin de bricolage sans qu'on le lui demande et il écouta attentivement lors des réunions avec les anciens responsables de grand-pa. Quand je lui remis un trousseau de clés du magasin, il se contenta de hocher la tête et de les glisser dans sa poche, comme si ça avait toujours été prévu. Nous avons modernisé le modèle économique petit à petit, on en a gardé la structure, mais actualisé le reste. J'ai vu Zayn s'illuminer en apprenant le système de gestion des stocks, répétant une phrase que grand-pa disait souvent. Il faut connaître tes boulons comme tes livres. Il n'a jamais appelé ça de la guérison, mais c'est bien ce que ça ressemblait. Rachel m'a contacté un mois plus tard, pas pour de l'argent, juste pour un café. Elle s'est excusée, disant qu'elle avait cru trop facilement à la version de notre mère. Je ne lui ai pas pardonné sur le champ, mais je ne l'ai pas non plus rejeté. Certains ponts valent la peine d'être réparés, même si on les traverse lentement. Avec l'aide de Samantha, j'ai créé une fondation au nom de grand-pa, des bourses pour de jeunes artisans sans filet de sécurité. Exactement le genre de choses qu'il aurait adoré. Pour la première fois depuis sa mort, le poids de l'héritage ressemblait moins à un fardeau et plus à un plan de construction. Le message est arrivé tard dans la nuit. Un seul mot. Trêve. Je l'ai fixé longtemps avant de répondre. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café en périphérie de la ville. Elle avait l'air plus mince, plus âgée, comme si la tempête avait fini par l'épuiser. Craig était parti, elle l'a mentionné en passant, comme si elle apprenait encore à le dire tout haut. Elle parlait aussi de thérapie, elle en était à quelques séances. Pas de grandes excuses. Pas de débat sur le testament. Juste des fragments d'honnêteté, posés prudemment sur la table. Je ne savais pas comment m'arrêter, avoua-t-elle, les yeux fixés sur son café. Je pensais que si je perdais le contrôle, j'allais disparaître. Je n'ai pas argumenté. Je ne l'ai pas consolé. J'ai simplement écouté. Pour une fois, ça ne ressemblait pas à me rendre à son histoire mais à choisir la mienne. Quand nous nous sommes levés pour partir, c'est elle qui a tendu la main la première. Pas pour une réconciliation, mais pour un simple geste de reconnaissance. Et j'ai laissé sa main reposer brièvement dans la mienne. La dernière page du journal de grand-pa ne contenait qu'une seule phrase, griffonnée de son écriture reconnaissable entre mille. La véritable mesure de la richesse, ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai refermé le carnet doucement. Zayn termine sa première année de cours de gestion et parle déjà d'ouvrir un 2e magasin. Rachel fait du bénévolat 2 fois par semaine dans un refuge pour femmes et m'apporte des articles sur la finance sensible au traumatisme, comme si, peu à peu, nous apprenions une nouvelle langue ensemble. J'ai dit oui à Ethan le mois dernier. La bague est simple, discrète, exactement comme la vie que nous sommes en train de construire. Il m'arrive encore de ressentir l'écho de tout ce que nous avons perdu. Mais je ne porte plus le testament comme un bouclier. Je le porte comme une carte. Parce que grand-pa ne m'a pas seulement légué son héritage, il m'a fait confiance pour le faire grandir.